Je repensais l'autre jour au tournant des années 2000. C'était une époque complètement folle. Ah oui? L'éclatement de la bulle technologique, la fameuse bulle.com. Mhm. On voyait des fortunes se faire et se défaire en genre quelques semaines. Le Nasdaq qui s'effondre de près de 80 %. C'était brutal. Vraiment, je crois que seulement la moitié des entreprises .com ont survécu à la fin. C'était une pure frénésie suivie d'une correction incroyable. Et le parallèle avec aujourd'hui est frappant. Exactement. J'ai l'impression qu'on ressent une énergie un peu similaire, une effervescence presque identique. Sauf que le mot magique, ce n'est plus Internet, C'est IA. c'est IA. Et c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Hein. Est-ce qu'on est en train de revivre exactement le même scénario? Ouais, L'histoire ne se répète peut-être pas, mais comme on dit, elle rime souvent. Et les rimes qu'on entend en ce moment sont assez fortes. c'est le moins qu'on puisse dire. Sommes-nous au bord d'une nouvelle bulle spéculative? Gonflées par des promesses technologiques qui semblent, pour l'instant, quasi infinies. Exactement. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair, on a mis la main sur une analyse fascinante qui tente de décortiquer les forces cachées derrière cette potentielle bulle de l'IA. C'est ce qu'on va faire. Notre mission aujourd'hui, c'est de plonger là-dedans. On va regarder ce qui alimente cette frénésie, essayer de comprendre des mécanismes financiers assez étranges et surtout identifier les obstacles qui pourraient bien tout faire dérailler. Parfait. Alors, commençons par le cœur du réacteur. L'analyse met tout de suite en lumière un groupe d'entreprises qu'on appelle maintenant les... Les 7 magnifiques. C'est ça. On parle bien sûr d'Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Tesla et Nvidia. Et leur poids dans le marché est... c'est difficile à imaginer. C'est énorme. À eux seuls, ils représentent environ 36 % de l'indice S&P 500. 36 %? Oui, et ce chiffre-là devrait vraiment faire réfléchir tout le monde. Ça signifie que la santé de tout le marché boursier américain et donc de beaucoup de nos REER, de nos CELI, tout ça dépend de la performance d'un tout petit groupe d'entreprises. C'est une concentration de pouvoir incroyable. On n'a jamais vu ça dans l'histoire moderne. Jamais. Le risque est concentré comme il ne l'a jamais été. C'est fou quand on y pense. Ça veut dire que même si on pense à diversifier avec un fonds indiciel, on parie en fait massivement sur une poignée de joueurs. Exactement. Et ces joueurs-là, ils misent tout sur l'IA. L'analyse chiffre leurs investissements prévus juste pour cette année. Le total est de... 330 milliards de dollars. C'est ça. C'est un chiffre qui donne le vertige. Pour mettre ça en perspective, 330 milliards, c'est plus que le produit intérieur brut de pays comme la Finlande ou le Portugal. C'est astronomique. D'ailleurs, une des thèses intéressantes de l'analyse, c'est que ce sont ces dépenses massives qui, en ce moment, maintiennent l'économie américaine à flot. C'est ce qui nous évite une récession qui semblait pourtant inévitable il y a un an. On dirait presque que ces 7 entreprises sont devenues trop grosses pour faire faillite, non seulement pour elles-mêmes, mais pour l'économie mondiale. C'est un peu ça. Et ce qui est fascinant, c'est que ça dépense la simple compétition commerciale. Ah oui. À l'armement de l'IA, principalement entre les États-Unis et la Chine, l'enjeu est devenu géopolitique. D'accord. Le FMI a sorti une statistique assez frappante. Environ 60 % des emplois dans les pays développés sont exposés à l'IA, que ce soit par une transformation profonde ou en remplacement pur et simple. 60 %? Le pays ou le bloc qui remportera cette course obtiendra un avantage économique et géopolitique absolument sans précédent pour les décennies à venir. On comprend mieux la mentalité du dépenser sans compter. Je lisais une citation de Mark Zuckerberg de Meta qui disait, en gros, que même s'il dépensait 200 milliards en pure perte, ça en vaudrait la peine. Exactement. Parce que dans ce jeu, si on bouge trop lentement, on est juste éliminé. Précisément. Et pour l'investisseur moyen, ça crée un dilemme quasi impossible. D'un côté, si l'IA tient ne serait-ce que la moitié de ses promesses, on est peut-être au tout début d'une décennie de croissance explosive, comme l'a été Internet. On ne veut pas manquer le bateau. Exactement. Ne pas y participer, c'est risquer de passer à côté d'une occasion historique, mais de l'autre, si les profits réels tardent à venir pour justifier ces valorisations stratosphériques, Ouf. ces mêmes actions qui font grimper nos portefeuilles aujourd'hui pourraient les entraîner dans leur chute demain. C'est un pari à très, très haut risque. Mais justement, en parlant de profit, de revenus, en lisant l'analyse, là, je suis tombé sur un passage qui m'a vraiment fait sourciller. Ça part d'un concept que j'avais jamais vu formulé comme ça, une sorte de machine à argent de l'IA. L'idée, c'est que les revenus qu'on voit affichés en gros titres seraient peut-être pas ce qu'ils semblent être.
Comment ça fonctionnerait concrètement? C'est probablement la partie la plus troublante de l'analyse. Elle décrit un écosystème où l'argent semble circuler en boucle, gonflant artificiellement les chiffres de tout le monde. OK, Imagine 3 types d'acteurs. D'un côté, les concepteurs de puces, le roi étant NVIDIA. d'accord. Au milieu, les entreprises d'IA comme OpenAI. Et de l'autre, les géants du nuage informatique, les centres de données comme Microsoft ou Oracle. D'accord, j'ai les joueurs en tête. Comment se passe la partie? Alors, le cycle que l'analyse décrit ressemble à ça. Premièrement, Microsoft, le géant du nuage, investit des milliards de dollars dans OpenAI. OK, ça on le sait. Deuxièmement, OpenAI, qui a besoin d'une puissance de calcul phénoménale pour entraîner ses modèles, utilise une grosse partie de cet argent pour payer Microsoft afin d'utiliser ses centres de données Azure. Ah, je vois où ça s'en va. Troisièmement, Microsoft, qui voit ses revenus de centres de données exploser, utilise à son tour cet argent pour acheter des quantités massives de puces à NVIDIA. Bien sûr. Et pour boucler la boucle, on voit maintenant NVIDIA, qui nage dans les profits, réinvestir une partie de cet argent dans des entreprises d'IA qui sont ses propres clients. Mais comme OpenAI. Attends une minute, là. C'est un peu tordu, non? L'analyse utilise une analogie que j'ai trouvée géniale. Laquelle? C'est comme si je te payais 1000 dollars pour que tu creuses un trou dans mon jardin. Ensuite, tu me payes 1000 dollars pour que je remplisse le trou que tu viens de creuser. Exactement. Et le résultat? Mais sur papier, on est deux entrepreneurs à succès. Mon entreprise de remplissage de trous a fait 1000 $ de revenus et ton entreprise de creusage de trous aussi. C'est ça. On a l'air en pleine croissance, on peut aller voir des investisseurs, mais en réalité, on a juste brassé de la terre et on est revenu à la case départ, avec le même argent dans nos poches. C'est précisément l'image. Et c'est là le problème potentiel. Chaque entreprise dans ce cycle enregistre ses flux comme des revenus légitimes, ce qui fait grimper le cours de leurs actions et donne l'impression d'une demande organique explosive. Mais une partie de cette demande pourrait être artificielle. Oui, on a presque l'impression que des entreprises payent leurs clients pour que ces derniers achètent leurs produits. C'est un cercle qui s'auto-alimente. Et dans le jeu, le grand gagnant, c'est celui qui vend les pelles pendant la ruée vers l'or. C'est NVIDIA. Absolument. Leur action a grimpé de 1600 % depuis le lancement de ChatGPT. Ça n'a pas d'allure. Eux, ils vendent du matériel bien réel. Mais comme le souligne l'analyste, pour l'instant, personne n'a encore vraiment trouvé d'or. Non. OpenAI, par exemple, est évalué à des centaines de milliards, mais perdrait encore de l'argent chaque mois. C'est fou. Ce qui nous amène à la question à 1000 milliards de dollars. Est-ce que ces entreprises d'IA vont un jour générer les profits réels et massifs nécessaires pour justifier ça? C'est la question. Le potentiel est là, évidemment. Avec des centaines de millions d'utilisateurs sur ChatGPT, le jour où ils activeront une publicité ciblée ultra performante ou réussiront à automatiser une partie du travail de bureau, les revenus pourraient être colossaux. Mais tout ça, tout cet édifice repose sur une croyance fondamentale. La croyance que le progrès de l'IA va continuer à s'accélérer de manière exponentielle. Oui, Mais c'est là que l'analyse jette un pavé dans la mer. Elle identifie ce qui pourrait être l'obstacle majeur, le talon d'Achille de toute cette révolution IA. Un concept qu'elle appelle le mur de données. oui, le data wall. L'idée est assez simple à comprendre, en fait. Depuis des années, pour devenir de plus en plus intelligents, les modèles d'IA comme GPT-4 ont dévoré la quasi-totalité des données publiques de haute qualité disponibles sur Internet. Tout ce qu'on a écrit, en gros. Wikipédia, des millions de livres numérisés, des articles scientifiques, des blogs, du code informatique. Tout le savoir humain accumulé est mis en ligne. Et le problème, c'est qu'on arrive au bout du buffet. C'est exactement ça. Cette ressource, aussi vaste soit-elle, n'est pas infinie. Et l'analyse avance une prédiction assez choc. Ah oui. D'ici 2027, donc demain matin, les modèles d'IA auront consommé la quasi-totalité du contenu textuel et visuel généré par l'humanité et disponible publiquement en ligne. Wow, 2027, c'est demain, ça. L'analogie utilisée dans le texte est celle du jeu de serpent et échelle. Hmm. On a monté très très vite en tombant sur de grandes échelles qui représentent des siècles de connaissances humaines d'un coup. Mais une fois qu'on a pris la dernière échelle, Il ne reste plus qu'à lancer case par case. La progression risque de ralentir de façon dramatique. et ça c'est un problème pour les investisseurs. C'est un risque fondamental. Toute la valorisation boursière, toute la frénésie repose sur une promesse d'accélération continue. Si cette accélération frappe un mur et s'arrête net, les attentes pourraient s'effondrer aussi vite qu'elles sont montées. Attends, mais si l'IA a bientôt lu tout ce qui existe sur Internet, c'est fini. On ne peut plus l'améliorer.
Ça me semble être une conclusion assez dramatique. C'est la grande question. Est-ce qu'il y a une sortie de secours ou est-ce qu'on fonce vraiment dans un mur? L'analyse suggère qu'on peut potentiellement surmonter ce mur, mais la solution ne serait pas simplement plus de données, OK. mais des données de nature différente. Et c'est là que ça devient presque philosophique. Pense à la façon dont un humain apprend. On n'apprend pas seulement en lisant des textes dans une bibliothèque. Non, c'est sûr. On apprend en interagissant avec le monde, à travers nos expériences, nos conversations, nos erreurs, nos émotions. Donc, des données qui ne sont pas juste du texte ou des images, mais des expériences de vie. Précisément. L'IA a lu des millions de pages sur l'amour, mais elle n'a jamais été amoureuse. Elle a analysé toutes les stratégies d'échec, mais elle n'a jamais ressenti le stress d'une partie importante. Mon point de vue sur un sujet vient de mon expérience de vie, une source de données unique, privée, subjective. Que l'IA ne peut pas consommer sur Internet. Exact. Pour continuer à progresser au même rythme, l'IA aurait besoin d'accéder à ce type de données expérientielles. Et ça, c'est un défi technique et éthique absolument colossal. D'accord. Alors, si on met tout ça ensemble, la concentration extrême du marché, l'argent qui circule en boucle, et maintenant ce mur de données qui se profile, à quel point est-ce qu'on est proche de la situation de la bulle de l'an 2000? La conclusion de l'analyse est nuancée. Ce n'est pas une copie conforme. D'accord. La grande différence, c'est que les géants de l'IA d'aujourd'hui, comme Microsoft ou Google, ont une utilité réelle, des produits que des milliards de gens utilisent, des revenus massifs. Ce n'est pas comme à l'époque de Pets.com. Ah, le fameux pets.com. Une entreprise qui valait des milliards juste parce qu'elle avait un nom accrocheur et un plan d'affaires sur une serviette de table. D'accord, la base est plus solide. Mais les signes d'une bulle, eux, sont bien là. On a la surévaluation, les revenus circulaires, la frénésie géopolitique. Exact. On ne sait justement à quelle étape de la bulle on se trouve. Ça pourrait être le début d'une décennie folle ou on pourrait être beaucoup plus près de la fin qu'on ne le pense. C'est l'incertitude totale. Et face à ça, l'analyse propose non pas de prédire l'avenir, mais d'adopter des stratégies robustes qui fonctionnent peu importe le scénario. Elle en suggère 3. OK, allons-y. La première, c'est de continuer d'investir de façon systématique. Ah, la fameuse stratégie d'acheter un peu chaque mois, que le marché soit à la hausse ou à la baisse, le classique dollar cost averaging. C'est l'idée de base, oui. On appelle ça aussi les achats périodiques par somme fixe. L'objectif est de lisser son prix d'achat moyen et surtout de retirer l'émotion de l'équation. Pour ne pas paniquer et tout vendre au pire moment. Exactement. Mais attention, ça fonctionne à merveille sur un marché qui a une tendance haussière à long terme, comme le S&P 500. Ça ne sauve pas d'un mauvais investissement dans une seule entreprise qui fait faillite, d'où l'importance de l'appliquer à des fonds larges et diversifiés. Logique. Quelle est la deuxième stratégie? Se concentrer sur l'augmentation de ses propres revenus, c'est simple, mais c'est fondamental. Tellement simple qu'on n'y pense pas toujours. Le revenu, c'est le carburant d'investissement. L'augmenter, que ce soit par une promotion, un changement de carrière ou un projet parallèle, c'est se donner plus de munitions. Ça permet d'acheter plus d'actifs, surtout quand leurs prix sont bas, pendant une correction. Les vraies fortunes se construisent en achetant quand les autres ont peur. C'est ce que l'analyse dit, oui. Et la troisième, j'imagine que c'est la diversification. Évidemment. C'est le seul repas gratuit en finance. Ne pas tout miser sur un seul type d'actif, même s'il semble être le grand gagnant du moment. Répartir ses investissements en des actions, bien sûr, mais aussi des obligations, de l'immobilier, peut-être des métaux précieux. Pour mieux résister à la volatilité. Exactement. Construire un portefeuille qui peut mieux résister à la volatilité d'un seul secteur, même un secteur aussi dominant que celui de l'IA. D'accord. Donc, pour résumer notre discussion, on a des parallèles clairs avec la bulle techno, mais la situation est unique. Oui. On a les 7 magnifiques qui dépensent des budgets de la taille de pays. On a cette étrange machine à argent qui semble faire tourner les dollars en rond et gonfler les revenus. Et, à l'horizon, se dresse ce fameux mur de données qui pourrait freiner net la progression exponentielle de l'IA et remettre en question toute la thèse d'investissement. C'est une excellente synthèse. Et ça m'amène à une dernière pensée. Une question un peu provocatrice pour la suite. Je t'écoute. L'analyse se concentre sur le fait que l'IA est sur le point de consommer toutes les données publiques générées par l'humanité.
Mais il existe une source de données quasi infinie et constamment renouvelée. Nos vies privées. C'est-à-dire? Si la prochaine phase de croissance de l'IA, celle qui lui permettrait de surmonter le mur de données, dépend de ces informations non publiques, de nos expériences personnelles, quelle sera alors la valeur de notre vie privée? Ouf! Et serons-nous prêts à l'échanger, à la monétiser pour que la bulle continue de gonfler? Wow! Ça, c'est une question vertigineuse. Ça met un tout autre prix sur la notion de vie privée. C'est peut-être là le véritable enjeu de la prochaine décennie.